Dans l'actualité ce mardi, l'ouverture à Abidjan de la conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Les participants se donnent pour mission d'accompagner la croissance du continent par les investissements privés. La 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Des experts des États membres préparent la réunion des ministres, notamment sur des questions liées à l'emploi et à la sécurité sociale. 14 morts et une cinquantaine de blessés hier lundi dans l'attentat kamikaze du métro de Saint-Pétersbourg en Russie. L'enquête a permis d'identifier l'auteur présumé de l'attaque, un jeune homme de 22 ans né au Kyrgyzstan. Bonsoir à tous, merci de nous suivre depuis Odiéné dans le nord de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque s'est ouverte à Abidjan ce mardi. Il est question pour les participants d'accompagner la dynamique de croissance du continent par les investissements privés. Mahama Traoré et Awa Touré. À peine la semaine de l'émergence terminée, qu'Abidjan accueille une autre rencontre continentale. Cette fois, il s'agit de la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Le banquier, lui, en réalité, va financer des business classiques, va financer des fonds de roulement, ne va pas forcément aller prendre des risques sur de l'innovation. Le capital investisseur, il risque de perdre son capital. C'est-à-dire que le niveau de garantie qui, en général, est demandé par un banquier ne sera pas demandé par un capital investisseur, ni un capital risqueur, encore moins. Voilà. Un capital risqueur, c'est quelqu'un qui, quand il investit son argent dans une société, a autant de risques de perdre son capital que le porteur de projet. Ces dernières années, les fonds d'investissement ont réalisé plus de 900 transactions financières en Afrique. Rien qu'en 2016, les investissements directs sur le continent ont atteint le montant de 4 milliards de dollars. Des chiffres qui reflètent l'apport des fonds d'investissement dans la croissance des économies africaines. Il est très important de pouvoir aider au développement de l'Afrique. Nous pensons que c'est une destination d'investissement privilégiée, mais ceci doit se faire dans des conditions qui permettent que ça se fasse de manière soutenable. Parce qu'une croissance qui dure 1 an, 2 ans et qui ne continue pas n'est pas une croissance qui permet à des investisseurs comme nous de vraiment tirer la quintessence de notre investissement. Il nous faut une croissance soutenable. Déficit en infrastructure, accès difficile des PME au financement. Si ces défis sont le lot quotidien des États africains, ils représentent en réalité des opportunités à saisir par les fonds d'investissement et de capital risque, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Votre rôle est tout à fait unique dans l'histoire économique récente de nos jeunes États, où tout est à construire. Vous devez permettre au secteur privé africain, par vos solutions, de prendre toute sa place dans le développement extraordinaire de l'investissement productif observé aujourd'hui et de participer de façon significative dans la mise en valeur des richesses de notre continent, un continent d'opportunités inestimables. Il ne tient qu'à vous d'en faire le continent où tout est possible. Oui, je dis un continent où tout est possible. Suite à cet appel, Daniel Kablan-Duncan s'est prêté à un jeu de questions-réponses sur le modèle économique développé par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Un modèle qui accorde une place de choix au secteur privé. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin en tournée dans plusieurs localités de la région. Elles ont toutes été raccordées au réseau électrique national. Pascal Kouaké Abinon a saisi l'occasion pour expliquer aux producteurs de cacao les raisons de la baisse du prix Borchamp pour la campagne qui vient de s'ouvrir. Mamadou Kouassi. Chose promise, chose due. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé lors de sa visite d'État en septembre 2015 dans la région de l'Indénié-Djuablin l'électrification de tous les villages de plus de 500 âmes. Cette promesse est une réalité aujourd'hui dans le département d'Abengourou. Cette semaine, c'est une dizaine de villages qui sont vus connectés au réseau électrique national. Des actions qui viennent booster le développement de la région, et ce, à la grande joie des tout-petits. D'ici, j'allais dire 1 an, 2, toute la région Indénié-Djuablin sera couverte au niveau électricité à plus de 95%. Donc, ça veut dire pratiquement tous nos villages seront électrifiés.
je voudrais qu'on rende un hommage appuyé à M. le Président de la République pour cette promesse qu'il a tenue. Le ministre Pascal Kwaku Abina a profité de sa tournée dans les villages pour expliquer aux paysans les raisons de la réduction du prix bord champ du cacao. Le président a été amené à réduire les prix parce que c'est le marché international qui nous l'a imposé. Mais le président a pris un engagement qu'il donnera 60% du prix sur le marché mondial. C'était 580 qu'on devrait acheter le cacao. Le président a dit, je ferai un effort pour augmenter. Et c'est ce qu'il a fait. Pascal Kwaku Abina a également rassuré ses parents de la volonté du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces populations sont faites des ambassadeurs pour sillonner toute la région, pour informer les paysans sur les nouvelles dispositions prises par le gouvernement pour une meilleure commercialisation de leur production. La Côte d'Ivoire abrite la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Ce mardi, des experts des États membres se sont réunis en vue de préparer la réunion des ministres, notamment sur des questions liées à l'emploi et à la sécurité sociale. Paria se reconnaît. Les questions de travail, d'emploi et de sécurité sociale au centre de la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail, CRADA. Des experts de ce conseil se sont réunis à Kambassam en vue de préparer la réunion des ministres des États membres. Il faut un juriste capable d'interpréter les textes, d'expliquer à l'employeur le contenu des textes et de lui faire des propositions, que ce soit dans le domaine du dialogue social, dans le domaine des salaires, des conditions générales du travail, des questions de santé et sécurité au travail, de protection sociale en général. Il faut que ces cadres maîtrisent ces documents et comment les gérer et comment faire des propositions à l'État s'il y a des insuffisances dans les textes au niveau national. L'avenir du travail et de l'inspection du travail, c'est le thème retenu pour cette 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. L'ouverture des travaux de cette session des experts a bénéficié du soutien du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Votre responsabilité est grande et votre rôle essentiel, car il vous faudra, au cours de ces 2 jours de réunion, passer au peigne fin des questions d'intérêt telles que celles contenues dans le rapport d'activité 2016 du directeur du centre, mais aussi dans le programme d'activité du CRADAT et dans le budget de l'exercice 2017. Le CRADA, cette institution sous-régionale, compte en son sein 18 pays. Sa mission, assurer la formation, la spécialisation et le perfectionnement des personnels des administrations, des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs et des organisations des États membres. 3e assemblée ordinaire du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Au cœur de la rencontre, l'autonomisation économique de la femme, et ce dans un monde de travail en pleine évolution. Massokone, Gabriel Zani. 3 jours pour réfléchir sur les moyens adéquats à mettre en œuvre pour permettre une autonomisation effective de la femme. C'est à cela que vont s'atteler les responsables et membres du réseau des femmes pour la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Une rencontre qui intervient dans le cadre de la 3e assemblée générale du réseau. Les femmes maliennes aspirent beaucoup à l'autonomisation parce que nous savons que c'est le seul gage pour nous permettre de nous libérer économiquement dans tous les sens. L'autonomisation politique, qu'elle soit intégrée dans les partis politiques, qu'elle occupe la place qu'il lui faut dans les partis politiques. Tout ce qui peut entraîner une situation conflictuelle, nous essayons d'attirer l'attention des gouvernants, des partis politiques sur leurs responsabilités à préserver la paix, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Créé sous l'impulsion de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO est un mécanisme de veille, d'alerte et d'appui. Il a pour mission d'améliorer les interventions au niveau de la sous-région ouest-africaine en matière de prévention, de paix et de sécurité. Il faut qu'on arrive à renforcer les capacités des femmes, les former, parce que nous, ici, au niveau de RESFECO, nous avons formé 110 femmes dans le cavalier, et à qui nous avons ensuite donné un financement. Créé en juillet 2009,
Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO est installé dans les 15 États membres de la CEDEAO avec son siège à Abidjan. La CEDEAO fait aussi la promotion du commerce régional. Depuis près de 40 ans, le schéma de libéralisation des échanges mis en place n'a produit que de faibles résultats. Pour un véritable envol du commerce régional, les opérateurs économiques sont sensibilisés et mieux informés. Perpétue Pan, Justine Djiké. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut faire la promotion des produits agro-pastoraux en Afrique. Pour que cette promotion soit effective sur le terrain, il faut que la libre circulation de ces produits devienne une réalité. Une rencontre avec une trentaine de chefs d'entreprise composés de femmes leaders est donc nécessaire pour former et sensibiliser les opérateurs économiques sur les différents aspects techniques et opérationnels du schéma de libéralisation des échanges. Le commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest ne dépasse pas 15%, alors qu'il est déjà de plus de 75 à voire 80% en Europe et en Amérique du Nord. Et avec la mise en place effective de cet instrument et son application, cela peut permettre aux entreprises régionales d'accéder à des matières premières dans les pays d'à côté, de les transformer dans un autre pays et d'exporter sur les marchés voisins sans payer de droits de douane et sans être soumis à des quotas qui quelquefois sont des entraves. Les échanges commerciaux sont essentiels pour que tous les pays membres de la CEDEAO puissent relever les défis commerciaux avec les autres continents. Nous, à la FEX, on a l'habitude de dire qu'il est plus facile d'exporter en Europe que dans la sous-région. Dans la sous-région, à cause de la taille des marchés, mais à cause de toutes les barrières tarifaires ou non tarifaires qui existent. Au sortir de ces échanges, les opérateurs économiques seront outillés et pourront faire face à tous les obstacles pour une libre circulation des produits en Afrique de l'Ouest. 645 gestionnaires de transport formés pour une meilleure maîtrise de leur secteur d'activité. Après un an de formation, ils reçoivent leur diplôme. Le but est de rendre plus performant le système des transports ivoiriens. Perpétue Pan et Malika Koulibaly. 645 gestionnaires d'entreprises de transport routier de marchandises formés pour être plus efficaces dans leur domaine. Initiative du ministère des Transports qui veut disposer de ressources humaines compétentes. Je voudrais rappeler aux acteurs des transports que la réforme est engagée. Elle est irréversible. L'attestation de capacité professionnelle est désormais obligatoire pour quiconque veut exercer dans le secteur des transports. Les transporteurs sont satisfaits de cette formation qui leur permet de s'adapter aux nouvelles technologies et de changer de mentalité. La question de la formation est devenue une question essentielle dans le secteur du transport routier. Parce que le monde évolue, la technologie évolue, les comportements évoluent. Avec ça, il faut nécessairement que la compréhension et le management des chefs d'entreprise et des gestionnaires de transport évoluent. Le ministère des Transports entend élargir la formation à tous les acteurs du transport et les certificats établis à l'issue des formations sont reconnus par le ministère des Transports comme capacité professionnelle requise dans le cadre de la réforme de l'accès à la profession. Cette formation a eu l'appui de l'Union européenne. La force de défense et de sécurité de Daloa lance une vaste opération de sécurisation des biens et des personnes. Plusieurs individus ont été interpellés et des fumoirs détruits. Ngana Konaté. Il est 20h ce dimanche. L'opération Épervier, initiée pour traquer les jeunes délinquants, a commencé. Nous sommes au quartier Sissoko, non loin de la gare d'Issia, réputée pour être le nid des bandits de grands chemins de la ville de Daloa. Un contingent composé des éléments de la police et de la gendarmerie nationale. Une opération d'envergure qui a permis d'épingler une dizaine de suspects. Affaire de fumoir, là, les gars ont commencé encore. Depuis 2 à 3 jours, les gars ont commencé à agresser les gens. Donc, il faut qu'on aille les chasser, quitter là-bas. Le lendemain, tôt le matin, le chef du district de police de Daloa réunit ses hommes pour achever l'opération débutée la veille. Ce matin, vous allez encore redoubler d'ardeur pour que le travail se fasse avec professionnalisme, avec efficacité. Repos. Alors vous, à la dissolution du CARA 1 pour le début des opérations. Le cap est donc mis sur la place publique de la Grande Mosquée. Quelques occupants des baraques illicites sont contraints de quitter les lieux.
La destruction des endroits pouvant servir d'abri ou de repère à des suspects peut commencer. Une opération qui a rencontré l'adhésion des populations, excédées par les agressions des jeunes en conflit avec la loi. Vraiment, les enfants venaient se gâter ici, ça il faut le dire. Chauffeurs comme quoi. Donc avec cette opération, vraiment, je remercie les forces de l'ordre. Comment tu peux comprendre centre-ville, à partir de 20h, et même dans la journée, tu ne peux pas passer, on t'agresse. Et des enfants qui sont nés devant nous. Aux environs de 11h, la police est informée de l'existence d'un fumoir au quartier suisse derrière un grand bas-fond sur la route de Mans. Avertis de l'arrivée des forces de l'ordre ont pris la fuite. S'ensuit une course-poursuite. Dans ce lieu difficile d'accès, la traque des jeunes drogués s'est soldée par l'arrestation de 2 jeunes garçons et une fille. Le grand fumoir a été incendié et la palmeraie ravagée par la machine de la mairie. À notre retour à la préfecture de police, nous rencontrons le responsable d'un groupe de malfaiteurs. Le jeune homme a été sévèrement blessé lors des affrontements des différents gangs. Kone Topa, quant à lui, a eu plus de chance. Il a été agressé, mais il a réussi à maîtriser l'un de ces malfaiteurs qui n'a que 14 ans. Il nous explique son calvaire. Ils m'ont suivi. Là, j'ai arrivé devant, ils ont coupé devant moi. Donc, son collègue m'a mis là quoi. Donc c'est lui et puis tombé sur lui et puis le prendre. Le préfet de police et ses hommes comptent mener ce genre d'opération jusqu'à ce que la ville de Daloa soit pacifiée. Et pour y arriver, l'autorité policière compte sur la collaboration des populations. Quant aux suspects interpellés, Ouattara Francis a promis les mettre à la disposition du parquet. Le Fonds de prévoyance de la police nationale s'est réuni en assemblée générale aujourd'hui à Grand-Bassam. Le bilan de l'exercice social de l'année 2016 était en première ligne. Après 3 années à la tête de l'institution, le directeur général du fonds juge son bilan positif. Astou Touré. Le but de cette assemblée générale est de faire le bilan de l'année écoulée et tracer les sillons de nouvelles perspectives en vue d'une amélioration significative des conditions de vie et de travail des policiers. Habituellement, pour faire le bilan, on mettait 3 ans, 2 4 ans. Première chose, c'est qu'ils ont respecté le texte. Au bout de 3 ans, ils font le bilan. Nous savons qu'il y avait des problèmes. Donc, ils ont hérité d'une situation très difficile. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et nous attendons que le bilan nous dise ce qui s'est effectivement passé. Après 3 années passées à la tête de l'institution, le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale juge son bilan positif. J'ai fait la promesse aux policiers qu'avant la fin de mon premier mandat, je vais doter le fonds d'ambulance. Je l'ai fait. J'ai fait la promesse de leur donner une clinique digne de ce nom. Allez-y à Yopougon, vous allez voir, la clinique est là. À 95%, les équipements sont en route pour que nous soyons équipés. Le Fonds de prévoyance de la police nationale se veut un instrument solide de solidarité. Le directeur général entend poursuivre ses activités par la mise en place d'un projet immobilier. Il invite par ailleurs tous les policiers à y souscrire. Un policier qui est bien soigné et qui est mal logé, il est toujours un policier malade. Nous recherchons des partenaires solides pour la mise en œuvre des projets immobiliers pour toutes les forces de défense et de sécurité, en ce qui me concerne particulièrement pour la police nationale. Le Fonds de prévoyance de la police nationale, dénommé FPPN, a été créé le 27 juillet 2000. Les agents du Conseil économique et social, environnemental et culturel participent à la cérémonie mensuelle de montée du drapeau national. Ils s'engagent ainsi à promouvoir le civisme et aussi le respect des symboles de la République. Davis Oyo et Eric Goré. 7h30 ce lundi 3 avril, premier lundi du mois. Dans l'enceinte du Conseil économique et social, les agents prêts pour la cérémonie d'honneur au drapeau. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré, et du président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi. Le second cité a invité ses collaborateurs à s'imprégner des valeurs véhiculées par cet acte républicain. Le respect des lois, des règlements, des institutions et des personnes qui les incarnent. Le respect de la chose publique.
le dévouement à la nation, la solidarité nationale et enfin le respect des symboles de la République. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'engage à honorer notre emblème national le premier lundi de chaque mois. Un acte citoyen bien apprécié par les concernés. Un citoyen doit d'abord s'approprier des valeurs républicaines pour le bonheur, pas non seulement des conseils économiques que nous sommes, mais pour la nation. Le salut aux couleurs consiste à faire la promotion des symboles de l'État. Le salut aux couleurs vise également à l'appropriation du civisme par tous pour une Côte d'Ivoire émergente. Dans le domaine sanitaire, la drépanocytose, une maladie génétique du sang incurable qui affecte les populations de race noire. En Côte d'Ivoire, plus de 500 nouveaux cas sont déclarés chaque année. La fondation LIA a décidé de se battre pour la réduction des risques de transmission et pour améliorer la prise en charge des malades. Aurélia Droukula, Moussa Konaté. La drépanocytose est due à l'absence de circulation des globules rouges dans les artères et les veines. Elle est caractérisée par des crises très douloureuses. Cette maladie héréditaire touche principalement les personnes de teint noir. En Côte d'Ivoire, 12% de la population est touchée par la maladie. La situation de la drépanocytose en Côte d'Ivoire elle est alarmante. Il y a de plus en plus de cas qui sont diagnostiqués. Dans le service, il y a près de 9000 patients. À Yopougon, il y a environ 3000 patients à Cocody, il y a 500 à Boaké et il y a 1500 à Trècheville. Et ces malades de la drépanocytose sont confinés dans un service d'hématologie générale qui traite d'autres maladies que la drépanocytose. Malheureusement, nous n'avons pas de centre dédié pour assurer une prise en charge efficiente de ces malades-là. La Fondation LIA décide donc d'agir. Une sensibilisation est donc initiée pour montrer l'intérêt du dépistage, aussi contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades. On sent qu'il y a beaucoup plus de monde atteint parce que les gens continuent à faire des enfants drépanocytaires. Et en fait, si on ne sensibilise pas, on continuera à avoir toujours ce chiffre qui augmente et de plus en plus de malades en Côte d'Ivoire. On espère que les ministères de l'Éducation, de la Femme et de la Solidarité, de la Santé surtout qui est présent, vont pouvoir déployer un programme national pour intégrer la drépanocytose comme une maladie aussi importante que le sida l'est aujourd'hui ou que le palu l'est aujourd'hui. Selon les spécialistes, près de 300 000 enfants naissent dans le monde chaque année avec la drépanocytose. Moins de 70% d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Pour lutter contre cette maladie, la sensibilisation sur l'importance du dépistage constitue un moyen efficace. Le cancer du col de l'utérus fait aussi de nombreuses victimes dans le pays. 427 femmes de Grand Laou dans la région des Grands Ponts ont bénéficié de dépistage gratuit. Elles ont aussi été initiées à l'autopalpation du sein. Chantal Akando. Le cancer du col de l'utérus est dû à une infection sexuellement transmissible qui est causée par le virus du papillome humain ou HPV. Ce cancer se manifeste le plus souvent par des pertes de sang survenant en dehors des règles menstruelles. Cette maladie se transmet entre autres par la précocité des rapports sexuels chez les jeunes filles et la multiplicité des partenaires. L'ONG Willick International a fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus son cheval de bataille. Chaque année, elle organise des campagnes de sensibilisation en vue de dépister et de traiter d'éventuels malades. Cette année, ce sont 427 femmes de la sous-préfecture d'Awanou dans le département de Grand Laou qui ont été dépistées. C'est notre objectif de faire cette éducation à l'autopalpation du sein et le dépistage, mais nous allons profiter aussi pour essayer d'éduquer les femmes à la salubrité. Les toutes premières lésions ne sont pas perceptibles, on ne sent absolument rien. Donc dépister, c'est le seul moyen de le rencontrer et ensuite de le traiter immédiatement pour éviter l'évolution dans 15 ans, 20 ans. La particularité de la campagne de cette année est l'utilisation, pour la première fois, d'une technologie de dépistage visuel par photo cellulaire. Cette technologie a permis à l'ONG une meilleure supervision du personnel de santé à distance. Et c'est la sous-préfecture d'Awanou qui a été choisie comme site pilote pour l'expérimentation. Cela a permis d'étudier le comportement de propreté de la population et également de les éduquer pour le bien-être de leur environnement.
Lutte contre le VIH-Sida, l'ONG Hope Côte d'Ivoire fait le bilan du projet CIRA après 16 ans de mise en œuvre. Ce projet financé par le gouvernement américain a permis de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une tornade a fait des dizaines de sans-abri à Agboville dans l'Agnébi-Tiassa. Une cinquantaine de maisons se retrouvent sans toiture après le passage du vent. Aucune perte en vie humaine. Thérèse Yoboué. Atobrou est une localité située à plus d'une vingtaine de kilomètres d'Agboville. Cette ville a subi dans la nuit du 29 au 30 mars dernier la furia d'une tornade. Bilan, une cinquantaine de maisons décoiffées, 3 blessés légers, des dizaines de sans-abri. C'est la désolation à Atobrou après le passage de cette tornade. Outre les domiciles, des édifices publics comme les écoles, le centre de santé, les lieux du culte, notamment l'église catholique, ont été particulièrement touchés. 3 des 4 écoles que compte Atobrou ont été endommagées avec les logements de maîtres et des cantines dévastées, mettant du coup les écoliers en congé forcé. Comment il faut reloger les élèves le plus rapidement possible. Une école qui n'a plus de classe, où il faut mettre ses élèves. Ce que nous attendons réellement, c'est que les autorités, avec le président de la mutuelle de développement, le sous-préfet, que tout le monde se mette en route avec le conseil régional pour réhabiliter le plus rapidement possible les écoles. Les plantations n'ont pas été épargnées non plus. Des plants d'EVA ont été dévastés. L'électricité était toujours coupée 3 jours après, compliquant un peu plus la situation des victimes qui demandent de l'aide aux autorités compétentes par la voix du président de la mutuelle de développement d'Atobrou, Adou Gbalé. Plusieurs autres villages de la localité ont été touchés par la tornade. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu une délégation de l'Union européenne. Les partis ont échangé sur les questions d'immigration clandestine. Ce phénomène touche tous les pays d'Afrique subsaharienne avec de nombreux morts au large des côtes libyennes et marocaines. Amadou Gon Coulibaly et ses hôtes ont évoqué aussi le sommet Union européenne-Afrique prévu en novembre prochain. Et ensuite, le Premier ministre a reçu la mission d'évaluation du Fonds monétaire international FMI à Abidjan après 2 semaines. Cette mission d'évaluation est venue restituer les conclusions de ces rencontres avec les différentes administrations ivoiriennes. La mission s'inscrit dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit. Plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'énergie, la masse salariale ont été passés au peigne fin. La rencontre se poursuit demain entre les 2 parties. Au Bénin, les députés se retrouvent ce mardi à l'Assemblée nationale. Ils se prononcent sur le principe d'une révision de la Constitution. Cela à partir du texte soumis par le président Patrice Talon. Si le vote est positif, les parlementaires vont discuter du texte sur le fond. Sinon, il est rejeté et le projet de révision initié par le président sera classé. Mais les opposants à la révision ont prévu d'empêcher le travail des députés. En France, les 11 candidats en lice pour l'élection présidentielle se retrouvent ce soir pour un débat en direct. Une configuration inédite qui va laisser 17 minutes à chacun pour s'exprimer sur les questions de l'emploi, de la sécurité et du social. Une grande première à 19 jours du premier tour de la présidentielle. Et des nouveaux soupçons d'emploi fictif au Front National, toujours en France. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lille afin de mettre en lumière de potentiels salaires déguisés utilisés par le parti. Les magistrats soupçonnent Marine Le Pen d'avoir préparé la campagne présidentielle de 2012 depuis le conseil régional en utilisant les moyens humains et matériels de la collectivité. Selon le dernier bilan diffusé ce mardi, au moins 14 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées lundi dans l'attentat kamikaze du métro de Saint-Pétersbourg en Russie. L'enquête ouverte pour acte terroriste a permis d'identifier l'auteur présumé de l'attaque, mort après l'activation de sa charge. Un homme de 22 ans né au Kirghizistan, et c'est également cet homme qui aurait déposé la seconde bombe désamorcée dans une autre station. Herman Guivet. L'attaque, survenue dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie, serait un attentat kamikaze, selon les derniers éléments fournis par les services de sécurité russes. La déflagration a fait 14 morts, selon un dernier bilan, revu à la hausse et une quarantaine de blessés.
La piste kamikaze avait été écartée dans un premier temps, une bombe ayant été désamorcée dans une autre station de métro. Les services secrets russes et les services de police s'accordent à présent sur la piste kamikaze. Le kamikaze serait originaire d'une ville située au sud-ouest du Kirghizistan, non loin de la frontière ouzbek, une région agitée par les mouvements islamistes. Les hommages aux victimes se multiplient depuis l'attaque. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu quelques heures après l'attentat à la sortie du métro de Saint-Pétersbourg pour déposer un bouquet de fleurs en hommage aux victimes. L'enquête mobilise tous les services secrets du pays. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Lassine Fofana dans le débat tout à l'heure à 20h50. Les questions de ce débat: comment relancer l'économie ivoirienne avec la diaspora? Après avoir répondu à l'appel de l'État, pourquoi certains veulent rebrousser chemin? Quelles sont les craintes et les espoirs? Comment les retenir sur place? Des réponses tout à l'heure dans le débat. Très bonne fin de soirée à tous.